À 54 ans, Christian Karembeu brise enfin le silence. Ce que vous allez entendre n'a jamais été dit auparavant. Derrière les sourires, les trophées et les projecteurs se cachait une vérité troublante. Une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait affirmer. Aujourd'hui, l'ancien champion du monde décide de parler, et ces mots chargés d'émotion et de révélation vont bouleverser l'image que vous pensiez avoir de lui. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Qu'a-t-il vraiment vécu derrière les coulisses de la gloire? Et surtout, que cache cette confession inattendue? Installez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginez. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo, car certaines vérités méritent enfin d'être entendues. Christian Karembeu, c'est plus qu'un nom gravé dans les livres d'histoire du football français. C'est une trajectoire humaine saisissante. Un voyage entre lumière et ombre entre une île perdue au cœur du Pacifique et les projecteurs aveuglants du Stade de France. On connaît tous l'image du joueur charismatique, champion du monde en 1998, héros silencieux d'une génération dorée. Mais derrière ce regard calme, il y avait une tempête silencieuse. Un homme tiraillé entre deux mondes, deux réalités, deux blessures. Né à Lifou en Nouvelle-Calédonie, il grandit avec les pièces nues sur des terrains de fortune et les rêves plein la tête. Et très tôt, ses rêves prennent forme. Il quitte sa terre natale, son peuple, sa langue pour rejoindre un continent qui l'attire autant qu'il l'effraie. Et c'est là, dans ce déracinement brutal, que commence la véritable histoire. L'histoire d'un jeune homme qui doit prouver jour après jour qu'il mérite sa place. Pas seulement comme joueur, mais comme homme, comme citoyen, comme être humain. Oui, Karembeu a tout gagné, les trophées, les contrats, la gloire. Mais ce qu'il a perdu en chemin, personne ne le voyait, ou plutôt personne ne voulait le voir. Car derrière les apparences parfaites se cachait un vide immense. Il a aimé intensément, follement, douloureusement. Son mariage avec Adriana Karembeu, mannequin adulé, icône de beauté, faisait rêver. Ensemble, ils incarnaient en cette union idéale entre le monde du sport et celui du glamour. Et pourtant, ce conte de fées s'est effondré dans un silence assourdissant. Ce divorce n'a pas seulement brisé un couple, il a fissuré un homme. Dans une confession bouleversante, il avoue s'être senti coupable, absent, aveuglé par le rythme effréné de sa carrière. Cette prise de conscience tardive mais sincère nous rappelle que même les héros peuvent échouer dans l'essentiel. Préserver les liens qui comptent. Et je dois l'avouer, en entendant ces mots, j'ai ressenti une profonde empathie parce qu'au fond, qui n'a jamais négligé ce qu'il aime au nom d'un rêve trop grand. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est cette fracture invisible entre ses racines et son ascension. Christian n'a jamais vraiment trouvé sa place, ni complètement français dans le regard des autres, ni totalement kank après tant d'années d'éloignement. Il était en permanence entre deux mondes, comme suspendu dans une identité floue. Et cette solitude culturelle, cette impression d'être un étranger partout, même sur les podiums, me semblait être sa plus grande blessure. Pourtant, malgré tout cela, il a tenu bon, il a avancé, porté par une force intérieure que peu de gens possèdent. Il a transformé sa douleur en carburant, sa solitude en résilience, son passage au FC Nantes, sa rigueur tactique, son élégance sur le terrain. Tout cela n'était pas seulement du talent, c'était une forme de survie, un moyen de dire « je suis là, je compte même si vous ne me voyez pas entièrement ». Puis Wolfsman, la Sampdoria, le Real Madrid et ses soirées légendaires, où il brillait au milieu des étoiles. Oui, Christian Karembeu a tutoyé les sommets, mais il l'a fait avec une gravité dans le regard que seuls ceux qui ont connu le manque peuvent porter. Quand il lève la Coupe du Monde en 1998, il ne sourit pas comme les autres. Il pense peut-être à Lou, à sa famille restée là-bas, à l'enfant qu'il était. Et à ce moment précis, il ne célèbre pas une victoire sportive, il célèbre une revanche humaine. On peut admirer l'athlète, respecter le champion, mais c'est l'homme que je choisis de raconter ici. Un homme complexe, discret, parfois perdu, souvent lucide. Un homme qui à 50 ans ose enfin parler, dire ce qu'il a trop longtemps gardé pour lui. Et dans cette parole tardive, il y a une vérité bouleversante. La gloire ne suffit jamais à combler le cœur. Il était la fierté de la France, mais aussi celle de toute une île oubliée au cœur du Pacifique. Christian Karembeu a soulevé la Coupe du Monde, porté les couleurs des plus grands clubs d'Europe, faire rayonner la Nouvelle-Calédonie sur les plus belles pelouses du globe. Mais que reste-t-il derrière les flashs, les médailles et les souvenirs d'un été 1988 triomphant? Des blessures, des regrets, des silences. Son passage en Angleterre à Middlesbrough en est la parfaite illustration. On attendait de lui qu'il illumine la première ligue de sa puissance et de son expérience.
mais il n'a jamais su trouver sa place dans cette mécanique rugueuse et rapide. Les critiques n'ont pas tardé. Pour beaucoup, ce fut un échec. Mais moi, je vois autre chose. Le choc d'un homme déraciné une fois de plus, livré à un football où la brutalité laisse peu de place à la nuance. Ce n'était pas une question de talent, c'était une question d'âme. Même au Real Madrid, malgré ses titres, il était souvent relégué au banc comme s'il était destiné à être l'ombre derrière les projecteurs. À force d'être celui qui récupère les ballons pour les autres, il est devenu invisible. Ce rôle de soldat discret, indispensable mais trop peu célébré, l'a usé, il a douté. Et qui ne douterait pas quand, malgré ses efforts, on vous fait sentir que vous n'êtes jamais l'étoile, toujours le soutien. Mais la plus grande lutte de Karembeu ne se jouait pas sur un terrain. Elle se trouvait dans son cœur, dans sa quête d'équilibre entre devoir et bonheur personnel. Représenter son peuple kanak était pour lui un honneur immense mais aussi un fardeau. Chaque prise de parole en faveur de l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie lui attirait les regards suspicieux. Dans un pays où le football est stroit, on tolère mal qu'un joueur lève la voix pour autre chose que les résultats. Pourtant, il n'a jamais reculé. Il a tenu bon et pour cela, il mérite le respect que peu lui ont accordé. Ce qui me bouleverse chez lui, c'est ce combat intérieur entre l'homme public et le père en retrait. Il a souvent parlé de sa fille Stella avec des yeux brillants, pleins de tendresse et de tristesse mêlée. Il aurait voulu être plus présent, entendre sa voix le soir, la regarder grandir, être là pour les anniversaires, les premiers pas, les petites webs, joies du quotidien. Mais il était ailleurs à courir après des ballons, des obligations, des attentes démesurées. Et quand sa fille lui demandait quand il rentrerait, il répondait avec ce mensonge tendre que nous connaissons tous bientôt. Son divorce avec Adriana a été un séisme, pas seulement pour lui mais pour toute l'image qu'il avait construite. Il croyait que l'amour survivrait à tout, mais l'amour, aussi fort soit-il, a besoin de présence, de dialogue, de moments partagés. Il s'est perdu dans le rythme effréné de sa carrière, pensant sans doute que le prestige compenserait l'absence. Mais il n'en fut rien. Ce mariage était pour lui plus qu'un couple. C'était une promesse. Quand il a vu cette promesse s'effondrer, il a compris que l'armure de champion ne protège pas du vide intérieur. Et puis, il y a ce sentiment d'injustice. Il a donné son corps, son énergie, son âme au football français, mais il reste dans l'ombre des noms plus scintillants. Zidane, Henry, Thuram, des légendes. Certes, mais leur éclat a trop souvent effacé ceux qui, comme Karembeu, faisaient le travail de l'ombre. Il ne cherche pas les projecteurs, il ne l'a jamais fait. Mais moi je trouve cruel que tant de gens oublient l'importance de ces piliers silencieux. Heureusement, la vie a fini par lui accorder une seconde chance. En 2017, il a épousé Leia. Avec elle, il semble avoir trouvé une forme de paix. Elle comprend ses cicatrices, ses doutes, ses silences. Elle ne lui demande pas d'être un héros. Elle l'accepte dans sa vérité. Et cela peut-être est la plus belle des victoires. Mais même dans cette sérénité retrouvée, il reste cette douleur qu'il n'ose pas toujours nommer le regret. Regret d'avoir laissé filer certains instants certaines personnes. Regret d'avoir été fort là où il aurait dû être vulnérable. Regret d'avoir été un champion du monde mais pas toujours un champion du cœur. Et c'est là, dans cette humanité brute, que Christian Karembeu me touche le plus. Car au fond, son histoire n'est pas celle d'un footballeur parmi d'autres. C'est celle d'un homme qui a tout donné, tout perdu, tout reconstruit et qui continue malgré tout à avancer. Mais même quand il avance dans cette nouvelle paix retrouvée, il sait que certaines blessures ne guériront jamais tout à fait. Il ne cherche plus à les faire disparaître. Il les accepte comme on accepte les marques du passé gravées dans la chair. À mesure qu'il vieillit, il se surprend à se souvenir de détails qu'il avait enfouis. Le bruit du vent sur les falaises de Lifou, les rires étouffés des enfants qui jouaient aux pieds nus dans la poussière, les chants anciens de sa grand-mère qui lui parlèrent de la mer comme d'une déesse capricieuse. Ces souvenirs le ramènent à cet enfant sinulaire qui a forgé son regard, son silence, sa dignité. Pendant longtemps, il a voulu s'éloigner de tout cela, croyant que pour réussir dans le monde occidental, il fallait taire ce qu'on est vraiment. Il a mis des années à comprendre qu'il ne pouvait jamais vraiment s'en détacher. Être kanak, ce n'est pas une case qu'on coche dans un formulaire. C'est un souffle ancestral, une mémoire collective qui coule dans le sang. Aujourd'hui encore, lorsqu'il retourne en Nouvelle-Calédonie, il marche lentement sur les terres rouges de son île, les pieds ancrés dans le sol, comme pour s'assurer que ce qu'il a été ne s'est pas dissous dans la célébrité. Les anciens l'accueillent avec respect, mais aussi avec cette retenue propre à ceux qui savent que l'éloignement change un homme. Ils ne lui demandent pas de compte, mais leur regard. Ce n'est pas facile d'être un symbole, ce n'est pas juste une médaille,
C'est un poids que l'on porte dans le silence des nuits blanches. Karembeu, lui, ne l'a jamais porté pour la gloire. Il l'a porté par fidélité. Il a toujours cru que le football pouvait être plus qu'un jeu. Pour lui, c'était un langage universel. Un pont entre les peuples, un outil pour dire ce que les mots ne suffisaient pas à exprimer. C'est peut-être pour cela qu'il s'est toujours senti plus à l'aise sur le terrain que devant les micros. Là-bas, il pouvait parler avec son corps, avec sa volonté, avec ses courses silencieuses pour récupérer un ballon que d'autres avaient tant perdu. Il n'avait pas besoin de se mettre en avant. Il voulait seulement que l'équipe tienne debout. Cela peut paraître banal, mais c'est une philosophie de vie. Faire en sorte que les autres brillent, quitte à s'effacer. Et pourtant, ce rôle si noble est rarement reconnu. Dans les cérémonies, ce sont les buteurs qu'on ovationne. Dans les livres d'histoire, ce sont les passeurs décisifs qu'on cite, mais les hommes de l'ombre, ceux qui se battent dans la boue pour que la structure ne s'effondre pas, on les oublie vite, et cela, même s'il ne l'a jamais avoué pleinement, l'a profondément blessé. Il ne voulait pas être une star, mais il aurait aimé qu'on dise de lui, cet homme a été essentiel. Son parcours en club a été tout aussi contrasté. S'il a connu la gloire avec Nantes, la magie avec le Real Madrid et la frustration avec Middlesbrough, chaque étape a laissé en lui une trace différente. À Nantes, il a appris la rigueur, la patience, la discipline. C'est là qu'il a compris que le talent ne suffit pas. Il faut écouter, apprendre, accepter la critique. À Madrid, il a vu ce que c'était que de vivre au sommet du monde, entouré de joueurs légendaires, mais aussi combien l'orgueil et la politique pouvaient ternir la beauté du jeu. En Angleterre, il a connu l'échec, l'exclusion, les regards froids des supporters déçus. Ce fut un réveil brutal mais nécessaire, car c'est dans les défaites qu'on découvre vraiment qui l'on est. Et lui, au fond, n'a jamais cessé de se demander « Suis-je à ma place? Suis-je respecté pour ce que je suis? Ou simplement toléré parce que je sers un projet plus vaste ?» Ces questions l'ont hanté, surtout lorsqu'il s'est engagé politiquement. Son soutien à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie n'était pas une posture, c'était une continuité. Il ne pouvait pas prétendre représenter son peuple sans se battre pour qu'il ait une voix. Mais cette voix en métropole dérangeait. Il était un héros tant qu'il se contentait de jouer. Il devenait une gêne dès qu'il parlait. Je me souviens d'une interview où il avait dit les yeux fixant le vide. « On m'aime quand je gagne. On me tait quand je pense. » Cette phrase simple mais déchirante résume tout. Être un footballeur issu d'un territoire d'outre-mer, c'est marcher sur un fil. On vous admire, mais on ne vous écoute pas. On vous célèbre, mais on ne vous comprend pas. Et malgré cela, il a continué. Il a continué pour les jeunes de Lifou, pour les enfants des quartiers populaires, pour tous ceux qui rêvent sans y croire tout à fait. Il savait que chaque apparition, chaque mot, chaque sourire pouvait redonner espoir à quelqu'un. Alors, il s'est accroché même lorsque les blessures physiques l'ont trahi, même lorsque son nom n'apparaissait plus dans les journaux, même lorsque sa silhouette s'effaçait doucement des radars médiatiques. Dans la sphère privée, il a aussi appris à reconstruire. Le mariage avec Leila a été une lumière douce, une pause dans le tumulte. Elle n'attendait pas de lui qu'il soit un héros. Elle voulait juste qu'il soit là, qu'il écoute, qu'il parle, qu'il se laisse aimer. Cela peut paraître simple, mais pour un homme habitué à tout contenir, c'est une révolution. Et avec elle, il a pu redécouvrir le plaisir des choses simples. Cuisiner, marcher au bord de la mer, lire des romans en silence, écouter les oiseaux au lever du jour. Tut. Mais bien sûr, rien n'efface complètement les regrets. Il y a toujours cette douleur muette quand il pense à Stella, cette petite fille qu'il n'a pas vue grandir aussi souvent qu'il l'aurait voulu. Il se rappelle ses appels passés à la hâte entre 2 entraînements, ses promesses floues qu'il savait ne pas pouvoir tenir, et surtout ce moment après le divorce où il a compris qu'il ne pouvait plus offrir à sa fille Cocon qu'il avait lui-même tant recherché. Cela le hante encore, parfois dans ses silences, parfois dans ses regards lointains. Aujourd'hui, il parle plus qu'avant, pas dans les médias tapageurs, mais dans les écoles, les associations, les conférences. Il raconte son parcours sans filtre, sans maquillage. Il dit la vérité. Le succès n'est pas un remède. Il peut cacher les plaies, mais il ne les guérit pas. Et c'est précisément cette parole nue, vulnérable, qui le rend si précieux. Il ne cherche plus à séduire. Il cherche à transmettre. Et ce qu'il transmet, c'est une leçon de dignité. Une façon d'être debout même quand tout vacille. Une manière de regarder le monde sans amertume malgré les coups. Il parle de l'importance de connaître ses racines, de ne jamais renier d'où l'on vient, de rester fidèle à soi-même même quand cela coûte des opportunités, car à ses yeux, rien n'est plus tragique que de réussir au prix de son âme.
Christian Karembeu, ce n'est pas qu'un joueur, c'est un homme en chemin. Un homme qui a connu la gloire sans jamais oublier la poussière de Lifou. Un homme qui a aimé, perdu, appris, recommencé. Un homme qui a souffert en silence mais qui a fini par comprendre que la parole, même tardive, peut guérir. Un homme qui à travers son parcours nous interroge tous que vaut vraiment une vie si elle n'est pas ancrée dans la vérité. Et moi, en le regardant aujourd'hui, je ne vois plus le footballeur. Je vois un père, un fils, un citoyen, un être humain avec ses fêlures et sa force. Je vois quelqu'un qui nous tend un miroir et dans ce miroir, il ne reflète pas seulement sa propre histoire. Il reflète nos doutes, nos choix, nos regrets et cette quête universelle d'un sens, d'un foyer, d'une paix intérieure. Car finalement, le plus beau but qu'il a jamais marqué, ce n'est pas sur un terrain qu'il l'a inscrit. C'est dans les cœurs de ceux qui, en l'écoutant, se sentent moins seuls. Et puis vient cette phase de la vie où l'on ne court plus après les trophées, mais après le sens que ce. Christian Karembeu a longtemps cru que l'accomplissement se mesurait au nombre de titres, aux applaudissements du public, aux photos dans les magazines. Mais une fois le silence revenu, quand le stade joue vide et que le maillot est raccroché, il faut bien affronter cette autre réalité. Qui suis-je sans tout ça? Ce moment est brutal pour beaucoup d'anciens sportifs et lui n'y a pas échappé. Pendant des mois, il a haï intérieurement, cherchant une nouvelle direction, un nouveau rôle à jouer. Il n'était plus le guerrier sur le terrain. Il devait devenir autre chose, mais quoi? Un mentor, un ambassadeur, un homme libre? Il se posait la question sans cesse, parfois au bord du découragement. Et c'est là que la vie l'a doucement ramené vers ce qu'il avait toujours su au fond de lui. Il n'avait jamais été simplement un joueur. Il était un pont, un lien, une voix. Alors, il a commencé à s'investir davantage dans des projets éducatifs, humanitaires, sociaux. Il est retourné en Nouvelle-Calédonie, pas pour être applaudi, mais pour écouter. Il a parcouru les villages, parlé avec les jeunes, les anciens, les invisibles. Ce n'étaient plus des fans qui l'entouraient, mais des frères, des sœurs, des regards remplis de questions. Il leur racontait la vérité. Oui, on peut partir d'un caillou perdu au milieu du Pacifique et atteindre le sommet. Mais non, cela ne suffit pas à apaiser toutes les douleurs. Il leur disait aussi qu'il ne faut jamais avoir honte de ses origines, qu'il faut les porter comme une armure. Ce retour aux sources a été une renaissance pour lui. Là-bas, il n'était pas le champion du monde. Il était Christian, l'enfant du pays, celui qui avait connu les mêmes pluies, les mêmes chants, les mêmes colères. Ce lien intime avec sa terre lui a redonné de l'ancrage comme si chaque pas sur cette terre rouge le reconnectait à ce qu'il avait failli perdre. Il parlait avec émotion de ces jeunes qui doutaient, qui se croyaient trop petits pour rêver grand. Il leur répétait inlassablement « Je ne suis pas un surhomme. Je suis juste un homme qui a cru en son feu intérieur. » Et ce feu, il le sentait renaître chaque fois qu'il croisait le regard d'un enfant qui levait les yeux vers lui, non pas avec admiration, mais avec espoir. Il a aussi compris que sa voix pouvait porter plus loin que le football. Il a commencé à intervenir dans les débats sur l'identité, la mémoire, la place des ultramarins dans la République. Il ne se voulait pas politique, mais il refusait d'être neutre. Pour lui, le silence, c'était de la complicité. Il a osé dire ce que d'autres pensaient tout bas, que la France devait regarder ses territoires non pas comme des extensions exotiques, mais comme des cœurs vivants de son histoire. Il a parlé du racisme sans haine, mais avec fermeté. Il a dénoncé les discriminations dans le sport, dans les médias, dans la société, et il a souvent été seul à le faire, regardé de travers, marginalisé par certains cercles qui préféraient de le voir dans son ancien rôle, celui du sportif silencieux et reconnaissant, mais il a tenu car il savait que sa parole comptait, et pendant qu'il s'engageait sur ses nouveaux chemins, il poursuivait aussi son travail de père. Avec Stella, il a essayé de rattraper le temps perdu, non pas en accumulant les cadeaux ou les gestes spectaculaires, mais en étant simplement là, présent, attentif, humain. Il lui racontait son passé, ses erreurs, ses illusions. Il ne cherchait pas à se justifier, seulement à partager. Et petit à petit, une complicité s'est recréée, plus mature, plus sincère. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer certaines absences, mais il pouvait construire un nouveau présent, pierre par pierre. Avec Leïla, il a trouvé une écoute bienveillante, une stabilité affective qui lui manquait tant dans sa vie de nomade. Elle ne le jugeait pas, ne le réduisait pas à son passé. Elle aimait l'homme qu'il était devenu avec ses failles et ses forces. Dans ces moments de solitude, il relit parfois les lettres de sa famille, les messages d'encouragement qu'il recevait lorsqu'il était joueur. Il mesure la distance qu'il a parcourue, pas seulement en kilomètres,
mais en conscience. Il repense aux sacrifices, aux douleurs du corps, aux humiliations silencieuses, aux rêves brisés de certains coéquipiers qu'on oublie trop vite. Et dans ce regard rétrospectif, il ne ressent fierté arrogante, ni tristesse amère. Juste une profonde gratitude pour chaque chute, pour chaque main tendue, pour chaque seconde où il a failli abandonner et ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il continue à s'émerveiller des petites soft choses. Il aime cultiver son jardin, lire des poètes, écouter le vent, parler avec des inconnus. Il se définit comme un homme qui désapprend les automatismes, les certitudes, les réflexes conditionnés. Il veut réapprendre à être vivant, sans pression, sans devoir de briller. Il n'a plus besoin de projecteur. Il cherche l'authenticité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il oublie d'où il vient. Il reste vigilant, engagé. Il soutient des causes humanitaires en Afrique, dans le Pacifique, dans les banlieues françaises. Il aide des jeunes sportifs à trouver leur voie pas seulement dans le sport, mais dans la vie. Il leur parle de la discipline, de la patience, de la nécessité d'être loyal envers soi-même. Il leur dit que le succès est une illusion si l'on perd son intégrité en chemin. Certains journalistes lui reprochent encore son manque de flamboyance, son refus des talk-shows, son attitude parfois distante, mais ils n'ont rien compris. Karambe n'a jamais voulu séduire. Il voulait servir une cause, une vérité, une mémoire, et c'est justement ce qui le rend unique. À une époque où tout doit être rapide, brillant, monable, il incarne l'opposé, la lenteur, la profondeur, l'engagement. Quand je pense à lui, je ne vois plus le joueur qui tacle avec rage dans les matchs de Ligue des Champions. Je vois un homme debout dans une école de Nouméa, entouré d'enfants qui écoutent en silence. Je vois un père qui tient la main de sa fille avec pudeur. Je vois un homme mu qui regarde l'océan avec les yeux d'un enfant. Je vois un combattant paisible, dont la plus grande victoire n'a pas été sur un terrain mais dans le cœur de ceux qui l'inspirent. Christian Karambe n'est pas un mythe figé. Il est vivant, vibrant, en mouvement. Il continue d'écrire son histoire non pas pour qu'on l'admire, mais pour qu'on s'en inspire. Il est la preuve que l'on peut tomber sans se briser, s'éloigner sans oublier, réussir sans renier. Et dans ce monde où l'image prime sur la substance, il nous rappelle que le vrai courage, c'est parfois de rester fidèle à soi-même coûte que coûte. Alors oui, il a soulevé la Coupe du Monde, mais il a surtout soulevé des espoirs, des vérités, des douleurs partagées. Et cela, aucun trophée ne peut le résumer, parce que certaines victoires n'apparaissent dans aucun palmarès. Elles se lisent dans le silence d'un regard, dans la sincérité d'une parole, dans l'élan discret d'un cœur resté humain. Et c'est peut-être cela, au fond, l'héritage de Christian Karambe. Il le sait désormais. Sa plus grande force n'a jamais été sa puissance physique ni ses tacles impeccables. C'est sa capacité à encaisser les coups du destin sans devenir amer, à transformer ses silences en messages, à marcher entre deux mondes, sans renier ni l'un ni l'autre. Être à la fois l'enfant de l'Stade de France, c'est une dualité que peu peuvent comprendre. Et pourtant, c'est cette dualité qu'il a forgée dans cette tension constante entre ses racines et son parcours. Il a trouvé un sens, un équilibre pas toujours stable, pas toujours clair, mais assez solide pour qu'il puisse continuer à avancer. Il confie parfois que le football lui a tout donné et tout pris. C'est un amour cruel, fait de passion et de renoncement. Il y a eu des jours de gloire, certes, mais aussi tant de soirs de solitude dans des chambres d'hôtel anonymes à des milliers de kilomètres de ceux qu'il aime, et il en parle sans détour avec cette lucidité désarmante qui le caractérise. Il ne cherche ni compassion ni pitié, il veut juste dire les choses comme elles sont, car aujourd'hui, ce n'est plus le joueur qui s'exprime, mais l'homme, celui qui a vécu, souffert, appris, celui qui a compris que les plus belles victoires ne se crient pas sur les toits, elles se murmurent dans le cœur. On lui demande souvent s'il referait les mêmes choix. Il hésite, sourit, puis répond que non. Pas tous. Il referait le chemin, mais pas avec les mêmes pas. Il prendrait plus le temps. Il écouterait davantage. Il serait moins pressé de prouver, plus soucieux d'être. Carul. Il comprend que courir vers le sommet ne sert à rien si l'on perd en route ceux qui nous ont tendu la main. Il pense à son père, à sa mère, à leur sacrifice silencieux, à sa grand-mère, au récit qu'il écoutait petit, allongé sur le sable, les yeux levés vers les étoiles. Ces voix du passé l'accompagnent encore. Elles le guident, même dans l'ombre. Il a un profond respect pour les jeunes générations. Mais il leur parle avec franchise. Il les met en garde contre les mirages du succès rapide, contre les illusions des réseaux sociaux, contre la quête obsessionnelle de reconnaissance extérieure. Il leur dit que la vraie réussite, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir sans avoir honte. Et cette leçon-là, il ne l'a pas apprise dans un stade,
mais dans les silences de ses échecs. Il leur raconte son passage à Middlesbrough, non pas comme une chute, mais comme une leçon d'humilité. Il leur parle de la solitude d'un homme en colère contre lui-même et de la nécessité d'apprendre à se pardonner. Aujourd'hui, Christian Carambeu ne cherche plus à briller mais à éclairer, à transmettre ce que la vie lui a douloureusement appris. Car au fond, les vraies victoires ne sont pas celles qui remplissent les vitrines, mais celles qui apaisent l'âme. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la partager. D'autres récits profonds, sincères et humains vous y attendent.